pense qu'il y avait deux choses qui me préoccupaient fondamentalement en m'installant. C'était la question environnementale, et deux, pouvoir vendre ce que je produisais. Ça me semblait complètement impensable de produire quoi que ce soit, de ne pas en avoir la maîtrise, et éventuellement que ce soit non pas jeté, mais détourné, ou voilà. Et donc, et puis il y avait une autre chose qui sous-tendait ma réflexion. C'était que donc c'était en 2001, et on annonçait à ce moment-là une crise du pétrole assez considérable dans les 10 ans à venir, et la fin du pétrole dans les 30 ans à venir. Bon, il semblerait quand même que ce soit pas tout à fait ça, hélas, j'ai envie de dire. Mais ça a complètement guidé mon approche. C'est-à-dire que, en fait, du coup, je me suis dit, en fait, je vais réfléchir à un système qui va prioriser la question énergétique. Et si je donne ça en priorité, tout va trouver une réponse. Je vais pouvoir faire quelque chose de cohérent et qui pourra me rémunérer et faire des produits de qualité. Donc, je me suis installée d'abord avec un troupeau ovin d'un peu plus d'une cinquantaine de brebis, c'est toujours vrai aujourd'hui, sur 12 hectares, qui s'est agrandi d'un troupeau bovin sur 30 hectares supplémentaires. Donc aujourd'hui, j'ai 42 hectares sur lesquels pâturent mes bovins et ovins. Le système, il est le même que ce soit pour les vaches et pour les moutons. C'est-à-dire que l'idée, c'est, pour répondre à la question énergétique, c'est consommer, de façon très simple, c'est consommer le moins de pétrole possible sur toute l'année. Et donc s'affranchir de cette énergie-là que je ne peux pas produire. Utiliser le moins possible le tracteur, et pour ne pas utiliser le tracteur, faire le travail aux animaux. Ça me semblait super de pouvoir utiliser les bois de ma forêt pour construire, me construire un hangar pour pouvoir mettre mon foin et mon matériel. Ensuite, ça me semblait, en fait, comme j'héritais d'une maison très difficile à chauffer, et qu'un groupe d'agriculteurs se mobilisait pour installer des chaudières plaquettes chez eux pour se chauffer, j'ai fait partie du groupe. Nous avions calculé que le simple élagage de nos prairies suffisait à fournir le bois nécessaire pour se chauffer. Donc c'était juste parfait, puisque en fait c'était une ressource qui éventuellement ne valait rien, puisque c'était des branches dont on n'allait pas savoir que faire, puisqu'elles tombaient sur les prés et qu'il fallait de toute façon les éliminer. Et aujourd'hui, comme tout l'hiver dernier et l'hiver à venir, je vais me chauffer avec des saules que mes bêtes ont mangé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, d'un point de vue énergétique, j'ai l'impression que je peux pas mieux faire, quoi. Ouais. On peut toujours se demander, ce que je vais faire, si on utilise un matériel déjà, se poser cette question-là. Qu'est-ce que va me rapporter l'utilisation de ce matériel? Et si je ne l'utilisais pas, qu'est-ce que ça ferait? Et souvent, en fait, si on l'a vraiment bien calculé, on se rend compte que finalement, il valait mieux pas le faire. Et que, voilà, qu'il y a plein de choses. Voilà. Et le tondeau broyeur, c'est vraiment un exemple flagrant, quoi. C'est le plus grand, c'est la plus grande des choses inutiles à faire. Comme dit André Pochon, qui est un agriculteur qui a beaucoup œuvré pour l'utilisation de l'herbe dans la ration, alors que le maïs envahissait nos prairies, et qui dit: la vache, elle a une barre de coupe à l'avant, un épandeur à l'arrière, et c'est juste extraordinaire, puisqu'il faut profiter de ça, ça coûte pas cher, et c'est tout ce qui rapporte.
les mères mettent bas au printemps, date à laquelle l'herbe commence à pousser, donc ce qui va permettre des débuts de lactation qui sont bons, et va ensuite, en fait, donc les 3 premiers mois, en quelque sorte, vont être extra pour les nouveau-nés, et ensuite, les animaux vont pâturer tout au long de l'année, le plus tard possible dans l'hiver, sans apport de foin. Voilà 6 veaux qui ont à peu près le même âge. Des veaux qui n'ont donc mangé aucune céréale depuis leur naissance, pas plus que les mères. Comme la végétation nous rattrape au printemps, nécessairement, on fait du foin. Pâturer toute l'année, c'est un métier, en fait. Et que ça ne va pas de soi. Et ça, c'est quand même grâce au groupe Herbe des CIVAM que j'ai appris à faire ça. Et puis après, évidemment, ça demande de la disponibilité, de la remise en question, de la formation, de la lecture, pour ensuite pouvoir adapter sa pâture, adapter ses techniques de pâturage au temps qu'il fait. Et puis il y a autre chose aussi, très importante dans ma vie d'éleveuse, c'est que je peux déplacer mes troupeaux où je veux, quand je veux, grâce à l'utilisation des chiens de troupeau. Sans chien de troupeau, le chien de troupeau, c'est l'outil numéro 1 de la ferme si je dois partir et en choisir un. Ce ne sera jamais le tracteur, ce sera le chien. Il y a des systèmes alternatifs qui fonctionnent. Il faut que le consommateur soit au courant et comprenne, en tout cas, quand il choisit d'acheter un produit qui vient d'un élevage industriel, qu'il le fasse en toute connaissance de cause. Voir l'éleveur, c'est une chose, mais si l'éleveur, sous prétexte qu'il est de proximité, il est juste en train de faire des tomates hors sol ou des fraises hors sol, ou qu'il importe la totalité de ses céréales par semi-remorque qui viennent d'Argentine, ça me semble assez court comme circuit court, ou plutôt long comme circuit court. Donc avec un système pâturant utilisant peu d'énergie, on peut dire d'emblée que la viande qui est produite, que je produis, elle est à haute qualité environnementale. Mais pour qu'elle soit de haute qualité gustative, en fait, c'est toujours c'est une chose à chercher indéfiniment, puisque en fait on sait que c'est le persillé de la viande, donc le gras intermusculaire, qui donne son goût à la viande. Et il est très important aussi que, c'est extrêmement vrai pour le bœuf, mais c'est vrai aussi pour l'agneau. Et l'autre chose, c'est que il faut que la bête soit bien finie. Il y a eu plusieurs choses qui vont me permettre d'atteindre ça. D'une part, la période des ventes. La période des ventes qui se fait en fait en fin de pousse de l'herbe, très forte et très bonne. Donc fin de printemps, je concentre une vente, et fin d'automne, je concentre le reste de mes ventes. Et évidemment, toujours dans un souci d'économie d'énergie, je concentre mes ventes, c'est-à-dire que je vends le maximum de bêtes que le camion frigo va me permettre de transporter pour que en fait, mon impact soit réduit. La qualité de la viande, ça peut aussi être une question de race. C'est-à-dire que en fait,
En choisissant mes vaches que j'ai importées donc sur la ferme, puisque quand je suis arrivée, il n'y avait pas de ferme et que je l'ai entièrement créée. J'ai choisi d'abord des jolies races pour me faire plaisir, et ensuite des races qui, je savais, avaient une certaine rusticité. Et derrière rusticité, j'entends capacité à transformer l'herbe et rien que l'herbe, capacité à vivre dehors toute l'année, donc à mettre du poil l'hiver et à ne pas craindre l'humidité, parce que c'est plutôt ça qu'elles craignent ici. Capacité à véler facilement et capacité maternelle à être préoccupée par le nouveau-né et surtout le nouveau-né. Et puis aussi que les mères aient de bons aplombs, parce qu'en fait, c'est en gros la bonne santé ensuite de l'animal, de sa capacité à bien manger, de sa capacité à marcher, puisque mes bêtes transhument à pied. Comme il y avait beaucoup de races qui me semblaient fort sympathiques, j'ai choisi de prendre des Salaires, des Aubrac, des Gasconnes. J'ai maintenant une Vosgienne, j'ai une Tarentaise croisée Abondance, j'ai une Aubrac croisée Charolais, j'ai une Limousine croisée Normande. Un petit aparté sur la Limousine en pays limousin, c'est que en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que contrairement à ce que l'on avance, c'est que quand bien même c'est une viande très fine et bonne, elle est difficile à engraisser parce qu'elle a été sélectionnée parce que c'était une bête de force qui faisait du muscle et qui avait de la force pour tirer à l'origine. Et du coup, concrètement, ça veut dire que pour l'engraisser et pour la finir, elle va en tout premier lieu faire un gras de couverture avant de mettre son gras à l'intérieur de la viande. Et ça, en fait, moi, ça me posait problème puisque pour atteindre donc ce bon persillé, en quelque sorte, la Limousine, il faudrait lui donner des céréales. Ce que je me refusais à faire, ce que je me refuse toujours à faire. Et je remarque, donc j'ai une Limousine croisée normande. Alors la normande, justement, comme elle est d'origine laitière, elle apporte du gras et de la précocité. Donc c'est un moindre mal, mais c'est pas celle que je choisirais aujourd'hui en premier pour faire le persillé de la viande. Voilà. Et puis, en fait, j'ai commencé par avoir un taureau Aubrac. Et puis, au gré de mes recherches, en fait, j'ai entendu parler de la race Angus. Et donc là, depuis cet hiver, je me suis offert un taureau Angus avec l'espoir d'atteindre la très haute qualité gustative, quelles que soient les mers. Donc ça c'est pour les vaches et après même chose pour les brebis. J'ai commencé par des Limousines qui ont vraiment toutes les qualités requises, mais il lui manquait un peu d'esthétisme et du coup j'ai ajouté à mon troupeau des Tonnet Marteau, donc les brebis savoyardes, des tarasconnaises, brebis pyrénéennes, des Noirs du Velay et tarasconnaise blanche et tarasconnaise noire et blanche, et les Limousines sont blanches et noires et blanches. Et les béliers sont cette année tarasconnais limousin, mais ça peut varier. Après, j'ai pas les 4 races sont plutôt de qualité identique pour ce qui concerne la viande. Là, je mettrai un bémol à la Tonnet Marteau, qui est plutôt une race laitière et donc une race un peu moins bien conformée et qui a surtout, alors c'est peut-être bien la plus belle, mais sauf qu'en fait elle a énormément de laine et en fait il faudrait la tondre 2 fois par an.
Pour en revenir à la vie des animaux sur la ferme, et tous les animaux naissent et grandissent sur la ferme. Je n'ai que, j'ai voilà, naissent, grandissent et partent une fois engraissés à l'abattoir, et tout se fait sur la ferme, exclusivement sur la ferme, en pleine autonomie, puisque j'ai le foin nécessaire pour les nourrir. Ça, c'est très important pour moi, de garder cette autonomie-là et de ne pas avoir recours à quoi que ce soit à l'extérieur. Ensuite, les animaux, une fois arrivés à l'abattoir, sont découpés au même endroit. La difficulté pour moi étant d'avoir un abattoir qui accepte à la fois les bovins et les ovins, qui soit agréé bio dans les deux cas, ainsi que l'atelier de découpe. Parce que si l'un ou l'autre manque, en fait, on perd son agrément. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'on a fait tout le boulot pour ne plus être reconnu ensuite. Et donc, une fois la bête prête à être découpée, eh bien, je travaille avec les bouchers de l'atelier de découpe. Je leur donne mes instructions, entre guillemets, de la découpe que je choisis. Ils mettent toute la viande de bœuf, enfin c'est vraiment, en fait, le plus compliqué, c'est pour la viande de bœuf, puisque dans un bœuf, il y a 40 morceaux, et qu'il va me falloir répartir le bœuf de façon équitable en colis de bœuf que les gens vont acheter. Pour optimiser ma livraison, en principe, je fais abattre 2 bœufs à la fois et une vingtaine d'agneaux et brebis, ou brebis, puisque avec les agneaux sont vendus par moitié et les brebis sont vendues sous forme de saucisses parfumées, entre guillemets. Eh bien, je repars avec un camion plein d'à peu près 1 tonne de viande à distribuer à chaque fois, et ça me semble plutôt pas mal. Ce que je distribue en colis, ce sont soit les génisses, donc des animaux n'ayant jamais vélé, soit des mâles castrés, et ils ont au moins 3 ans. Ils ont au moins 3 ans, et ils vont vers leur 4e année au moment où ils sont abattus, puisque comme ils naissent au printemps, dans leur 3e année, ils ont 3 ans, disons, au mois de mars. Les premiers vont être vendus en juin et les derniers vont être vendus en novembre. Et quant aux agneaux, même chose, ils naissent en mars-avril et les premiers vont être vendus en novembre et la grande majorité va être vendue en agneaux dits de report l'année suivante. Ils perdent d'ailleurs souvent, enfin ça dépend des fois, leur nom d'agneau pour devenir brebis, que ce soit des mâles castrés ou des agnelles. Mais comme ils n'ont pas la fonction, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, enfin agneaux d'herbe pour moi, eh bien voilà, je me retrouve avec des paquets qui indiquent qu'il s'agit d'une brebis. Or il s'agit juste d'un agneau qui a 1 an et demi en fait. Voilà. Et qui ne développe en fait aucun goût particulier, on appellerait fort, ni même d'odeur. Et ça, je suis convaincue que c'est lié à l'alimentation, à l'herbe et au foin. Enfin, sachant qu'en plus, ces agneaux-là, l'hiver, même mes brebis, dans mon système, sont très très peu consommateurs de foin, puisque la brebis, au grand maximum, alors ça parlera aux éleveurs, mais ces 2 dernières années, j'ai calculé que en ayant fait tourner les brebis toujours sur les prairies et même dans la forêt, elles arrivaient à s'alimenter, et quand bien même elles avaient du foin à volonté, elles ne mangeaient que 80 kg par hiver. Ce qui est très peu, hein, ce qui est à peu près la moitié de ce qui est consommé normalement, rien qu'en foin. Et elles n'ont jamais eu de céréales, évidemment. Au départ, j'avais une concentration d'amis à Paris, en Gironde et en Corrèze. Je me suis focalisée là-dessus et il se trouve que ça a suffi et voilà. Et j'avais pas de raison d'aller ailleurs, mais je pense que
n'importe quel éleveur connaît des gens dans les grandes villes. Enfin, c'est quand même là que se fait le plus gros de la consommation. Enfin, quand on a 10 kilos de viande à acheter, et puis si tous les éleveurs corréziens devaient fournir le Massif central, il y aurait un problème. Parce que il y aurait là, enfin, véritablement, il y aurait trop de vaches, quoi. Voilà. Or, ce qui est cohérent dans nos pays, quand même, c'est d'élever des herbivores, puisque ici, ce qui pousse bien, c'est quand même l'herbe. Pour garder son autonomie, c'est maintenir un nombre d'animaux qui est cohérent avec le nombre d'hectares que l'on a et qui sont quand même pâturés toute l'année. Et puis, j'ai commencé par 11 brebis quand je suis arrivée ici en 2001 pour atteindre 70 brebis. Donc au départ, j'ai commencé par commercialiser auprès de mes amis des agneaux. Ils en ont parlé autour d'eux, je les ai motivés pour le faire. Ça s'est agrandi. Je vendais une 50aine d'agneaux par an et je les vends toujours. Et puis cette même clientèle, en fait, s'est agrandie et en fait s'est intéressée à mon bœuf exactement de la même manière. Au départ, ça part des amis. On multiplie les contacts comme ça. Je commercialise à peu près 3 tonnes de viande par an, pas davantage. Donc ça reste des proportions très raisonnables à commercialiser, en fait. Et comme j'estime que mon temps de travail et mon revenu sont suffisants aujourd'hui, que je peux prendre des week-ends, des vacances et du temps libre pour me former et pour faire autre chose que de l'agriculture, je ne vois pas pourquoi j'en ferais davantage. Enfin, j'ai absolument aucune raison. Place à tout le monde. C'est un système qui est reproductible pratiquement à l'infini, en tout cas en Limousin. Donc, j'ai pas du tout envie d'aller ni manger mon voisin, ni de travailler davantage.